Une avenue de bâtons construite dans un seul but. L'accouplement. Dans un monde grouillant de vie, les animaux emploient une myriade de tactiques uniques et souvent bizarres pour attirer des partenaires et assurer la pérennité de leur espèce. Des danses complexes aux transformations physiques étonnantes, la quête de la procréation est une arène où l'ordinaire devient extraordinaire. Cette vidéo se penche sur 15 de ces animaux extraordinaires, mettant en lumière leur fascinant rituel d'accouplement sans le filtre de la catégorisation conventionnelle. Découvrez les comportements naturels les plus captivants et parfois choquants du règne animal. Numéro 1. Bonobos. Les bonobos sont étroitement liés aux chimpanzés. Sont connus pour leur comportement d'accouplement très sociaux et parfois provocateurs. Contrairement à de nombreuses espèces où l'accouplement a une fonction essentiellement reproductive, chez les bonobos, il s'agit d'une activité sociale à multiples facettes. Les interactions sexuelles sont fréquentes et ne sont pas limitées par le cycle œstral de la femelle. Ils s'engagent dans diverses formes d'activités sexuelles, y compris la stimulation génitale face à face, ce qui est rare chez les animaux non humains. Les bonobos se distinguent en outre par le fait que leurs rapports sexuels ne sont pas uniquement hétérosexuels. Ils présentent toute une série de comportements sexuels, y compris des interactions homosexuelles. Cette sexualité libre remplit plusieurs fonctions au sein des communautés bonobos, notamment l'apaisement des tensions et la résolution des conflits, et la formation de liens sociaux. Dans le monde des bonobos, il est courant que l'activité sexuelle permette de désamorcer les tensions sociales avant qu'elles ne dégénèrent en conflits physiques. Là où une autre espèce peut se battre pour la nourriture, le territoire ou les partenaires, les bonobos sont susceptibles de s'engager dans une certaine forme de contact sexuel comme alternative de liaison pacifique. Si l'activité sexuelle est fréquente, cela ne veut pas dire que les bonobos n'ont pas leurs propres rituels et préférences. Les femmes, par exemple, se livrent souvent à ce que l'on appelle le frottement génito-génital, lorsque deux femelles frottent leur région génitale l'une contre l'autre. Les mâles ont également leur propre comportement, notamment la clôture du pénis et la monte. Tous ces aspects font des bonobos l'un des animaux les plus sexuellement uniques et les plus socialement intrigants de la planète. Leurs rituels d'accouplement ne sont pas seulement des actes de reproduction, mais sont profondément intégrés dans leur tissu social, servant de multiples objectifs qui soutiennent une société remarquablement pacifique et égalitaire. Deuxièmement, albatros. Les albatros, oiseaux de mer emblématiques connus pour leur envergure impressionnante, présentent l'un des rituels d'accouplement les plus complexes et les plus durables du règne animal. Ces oiseaux monogames forment souvent des couples durables qui peuvent durer toute la vie, un engagement qui nécessite un processus de parade nuptiale très complexe. Le rituel consiste en une série de danses méticuleusement coordonnées qui peuvent durer plusieurs minutes, parfois même des heures. Le mâle et la femelle exécutent à tour de rôle une variété de mouvements, y compris le claquement des becs, des hochements de tête et des prétentions réciproques, tout en émettant une gamme de vocalisations. La danse est un test soigneusement chorégraphié de synchronisation et de compréhension entre les deux oiseaux. Une démonstration de leur aptitude à devenir des partenaires à vie. Chaque albatros a ses propres mouvements, ce qui rend chaque danse aussi unique qu'une empreinte digitale humaine. Cependant, les éléments de base restent les mêmes d'un individu à l'autre, et même d'une espèce à l'autre. La danse comprend généralement plusieurs séquences clés. Les cris de ciel où l'oiseau pointe son bec vers le haut, le lissage mutuel où les deux oiseaux se nettoient les plumes l'un l'autre, et les cercles rapides du bec, entre autres mouvements. Les oiseaux répètent ces séquences plusieurs fois, en affinant leurs mouvements au fur et à mesure des représentations. C'est comme si les deux oiseaux apprenaient une langue complexe et tacite, chaque mouvement servant de mots. Chaque danse est une phrase d'un dialogue qui dure toute la vie. Numéro 3. Les oiseaux tours. Les oiseaux tours, originaires d'Australie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont captivé les scientifiques et les passionnés de la nature avec leur rituel d'accouplement élaboré qui s'articule autour d'une merveille architecturale, la charmille. Le mâle est un architecte et un décorateur obsessionnel qui fabrique des structures complexes pour attirer sa compagne. Mais il ne s'agit pas de nids. Ces bowers sont uniquement des installations artistiques destinées à attirer les femelles pour l'accouplement. Le mâle construira sa tonnelle à partir de brindilles et la décorera d'une collection d'objets colorés et brillants, allant des feuilles et des baies aux bouchons de bouteilles et aux morceaux de verre. Chaque espèce d'oiseau taureau a ses propres préférences en matière d'aménagement et de décoration de la tonnelle. Mais l'objectif est toujours le même, créer l'écrin de verdure le plus attrayant et réaliser la parade la plus captivante pour séduire le mâle, une femelle.
Ce qui rend la parade nuptiale de l'oiseau particulièrement fascinante, c'est l'attention méticuleuse que le mâle porte aux détails. Non seulement il choisit des couleurs et des objets spécifiques pour décorer sa tonnelle, mais il les dispose également dans un ordre particulier, en optant souvent pour des dégradés ou des motifs particuliers qui sont visuellement attrayants. Le mâle verra même sa tonnelle du point de vue de la femelle pour s'assurer qu'elle répond à ses critères esthétiques. Et la tonnelle n'est pas une installation statique. Elle est fréquemment modifiée et réaménagée, surtout après l'échec d'une cour, pour renforcer son attrait. Une fois la tonnelle terminée, le mâle entame la phase suivante du rituel, la représentation. Cela implique toute une série de vocalisations, de danses et même d'imitations d'autres espèces d'oiseaux ou de sons de l'environnement. L'objectif est d'attirer la femelle dans sa tonnelle pour la voir de plus près. Si la femelle est impressionnée à la fois par la tour et par la performance du mâle, l'accouplement a lieu. Ensuite, la femelle part pour construire un nid et élever seule sa progéniture, tandis que le mâle reste pour éventuellement courtiser d'autres femelles à l'aide de sa tonnelle élaborée. Numéro 4. La couleuvre à flanc rouge. Dans les plaines d'Amérique du Nord, la couleuvre à flanc rouge se livre à un rituel d'accouplement qui ne peut être décrit que comme un spectacle frénétique. Au printemps, à la sortie de l'hibernation, des milliers de ces serpents se rassemblent dans ce que l'on appelle les boules d'accouplement, une masse tourbillonnante de serpents mâles enroulés autour d'une seule femelle. L'image est à la fois étonnante et quelque peu troublante. Jusqu'à une centaine de mâles peuvent être enchevêtrés autour d'une femelle, chacun se disputant la possibilité de s'accoupler avec elle. La concurrence est féroce et les conditions intenses. Il est arrivé que des mâles meurent dans la lutte pour les droits d'accouplement. Le rituel commence lorsque les serpents sortent de leur tanière commune, où ils ont hiberné en grands groupes pour conserver leur chaleur et leur énergie. Les femelles sont moins nombreuses et libèrent une phéromone qui attire les mâles. Cette odeur est si puissante que les mâles commencent souvent à essaimer une femelle, avant même qu'elle ne soit complètement sortie de sa tanière d'hibernation. En réponse au signal de la phéromone, les mâles se livrent à une compétition intense, recourant parfois à des tactiques trompeuses. Certains mâles imitent les phéromones des femelles pour détourner les autres mâles de la femelle, réduisant ainsi la concurrence. Il ne s'agit pas seulement d'une question de force physique ou d'endurance, il s'agit également d'une bataille biochimique. Les mâles possèdent deux types d'hémipénis qu'ils alternent lors de la copulation. Cette caractéristique anatomique leur confère un avantage concurrentiel car elle permet un transfert plus efficace des spermatozoïdes. Lorsqu'un mâle réussit à s'accoupler avec une femelle, il laisse derrière lui un bouchon copulatoire, une substance gélatineuse qui bloque l'appareil reproducteur de la femelle pendant un certain temps, augmentant ainsi la probabilité que ces spermatozoïdes fécondent les ovules de la femme. Numéro 5. Les lucioles. Dans le calme d'une chaude soirée d'été, les lucioles ou les insectes à éclairs enchantent les spectateurs par leur douce lueur luminescente. Contrairement à la scène sereine qu'elles offrent aux observateurs humains, ces lumières vacillantes ont un but bien plus pragmatique. Il s'agit de signaux complexes dans le cadre d'un rituel d'accouplement qui se déroule nuit après nuit. Chaque espèce de luciole possède son propre modèle de flash, qui agit comme une sorte de code Morse visuel pour attirer un partenaire adéquat. Les mâles initient généralement le rituel en volant et en émettant des éclairs, tandis que les femelles sont généralement perchées sur la végétation. La complexité de cette signalisation est impressionnante. La durée, la fréquence et l'intensité des flashs peuvent varier de plusieurs façons, qui sont toutes conçues pour transmettre des messages différents. Certains motifs signalent une volonté de s'accoupler, tandis que d'autres peuvent servir d'avertissement ou même de leurre prédateur. Le choix du moment est primordial. Un léger écart dans la synchronisation de l'éclair peut faire la différence entre attirer un partenaire et le décourager. Pour de nombreuses espèces de lucioles, le choix de la femelle est influencé par la qualité du motif de l'éclair du mâle, car il est souvent révélateur de sa condition physique et de sa capacité à fournir un cadeau nuptial sous la forme d'un spermatophore nutritif lors de l'accouplement. Cependant, le rituel d'accouplement des lucioles n'est pas dépourvu de côté sombre. Certaines lucioles femelles sont connues pour imiter les éclairs d'autres espèces. Lorsqu'un mâle de l'espèce imitée s'approche sans méfiance dans l'espoir de s'accoupler, la femelle trompeuse le mange pour obtenir des nutriments qui l'aideront à se reproduire. Ce comportement sinistre, connu sous le nom de mimétisme agressif, ajoute une couche de complexité au monde déjà complexe des rituels d'accouplement des lucioles. Sixièmement, bec bleu argentin, canard de lac argentin.
Le bec bleu argentin est une espèce de bec bleu qui vit sous le nom de canard de lac argentin et qui ajoute une touche particulière au répertoire des rituels d'accouplement des animaux. Originaire d'Amérique du Sud, cette espèce de canard possède une caractéristique distinctive. Le mâle possède un pénis inhabituellement long, en forme de tire-bouchon, qui peut mesurer jusqu'à 15 cm. Cette caractéristique anatomique est d'autant plus intrigante que la plupart des oiseaux n'ont pas de pénis, optant plutôt pour un baiser cloacal plus rudimentaire pour le transfert du sperme. Les organes génitaux particuliers du bec bleu d'Argentine ont laissé les chercheurs perplexes et fascinés, les incitant à mener des études pour comprendre son rôle dans l'évolution. Le rituel d'accouplement de ces canards ne consiste pas en des parades ou des danses élaborées, mais plutôt en un affrontement anatomique stratégique. Pendant la saison des amours, les canards mâles se livrent à une compétition féroce pour avoir accès aux femelles. Contrairement à de nombreuses espèces d'oiseaux où l'accouplement est plutôt bref, le bec bleu argentin prend son temps. Une fois qu'un mâle a sélectionné une femelle, ou plus exactement, une fois qu'une femelle a approuvé un mâle sur la base de son plumage et de ses vocalisations, l'acte d'accouplement est loin d'être banal. Le pénis de l'homme, en forme de tire-bouchon, est censé naviguer dans la structure tout aussi complexe et labyrinthique de l'appareil reproducteur de la femme. Cette compatibilité anatomique n'est qu'une forme de sélection des partenaires. Les mâles dont la morphologie génitale est la plus appropriée sont susceptibles de féconder une femelle avec succès. Il a également été suggéré que cette structure unique du pénis pourrait avoir évolué comme une contre-mesure à l'appareil reproducteur complexe de la femme, qui peut empêcher la fécondation par des mâles non désirés. En résumé, les organes génitaux compliqués peuvent fonctionner comme une sorte de mécanisme de verrouillage et de clé qui garantit que seuls les mâles les plus aptes peuvent transmettre leurs gènes. Septièmement, les araignées des pépinières. Originaires d'Europe et d'Amérique du Nord, ces araignées doivent leur nom aux crèches de soie complexes que les femelles construisent pour abriter leurs œufs. Mais c'est le prélude à cette ponte qui retient l'attention. Cependant, tous les cadeaux ne sont pas ce qu'ils semblent être. Certains hommes recourent à la tromperie en enveloppant de soie des objets sans valeur, les présentant comme des proies de valeur. Les femelles découvrent souvent cette supercherie alors qu'elles sont en train de consommer le faux cadeau. Et, dans ce cas, le mâle dispose généralement d'une période plus courte pour s'accoupler. Dans certains cas, des mâles ont été observés en train d'offrir des cadeaux authentiques au début, puis de passer à de faux cadeaux lors des offrandes suivantes, comme s'ils apprenaient à tromper. Le rituel du don a une autre fonction, celle de protéger l'homme. Les femelles sont connues pour leur tendance agressive et peuvent parfois cannibaliser leurs partenaires. L'acte d'offrir un cadeau peut donc être considéré comme une tactique de survie, en donnant à la femelle une autre raison de se concentrer que de manger son prétendant potentiel. Dans le monde des rituels d'accouplement des animaux, la combinaison de galanterie et de subterfuge de l'araignée de la toile d'araignée en fait un cas à part. Par une danse complexe de cadeaux, de distractions et même de tromperies, ces araignées illustrent les stratégies à multiples facettes qui peuvent évoluer dans la poursuite du succès reproductif. Numéro 8. Poisson-globe. Dans les fonds marins sablonneux au large des côtes japonaises, les poissons-globes mâles se livrent à un acte artistique sous-marin remarquable. Utilisant leurs nageoires comme pinceaux et le fond de l'océan comme toile, ils créent des motifs géométriques complexes, appelés crop circle, pour attirer un partenaire. Le processus est laborieux et exige une attention méticuleuse aux détails. Certains modèles nécessitent jusqu'à 9 jours de travail. Chaque cercle mesure environ 2 mètres de diamètre et présente une série de crêtes et de rainures disposées selon un schéma symétrique frappant. Lorsqu'une femme arrive pour inspecter un cercle achevé, le mâle est confronté à un moment de vérité. Elle examine attentivement le dessin et s'il répond à ces critères, elle autorise le mâle à s'accoupler avec elle. Une fois les œufs pondus et fécondés, elle s'en va, laissant le mâle garder les œufs et le dessin complexe qu'il a si soigneusement élaboré. Une fois l'accouplement réussi, le mâle peut alors créer un nouveau cercle. Recommencer le processus laborieux. Le dévouement et l'art des poissons-globes constituent un spectacle captivant et n'ont été découverts par l'homme qu'en 1995. Depuis lors, ils constituent un rappel poignant des complexités souvent cachées de la vie aquatique. Dans la grande tapisserie des rituels d'accouplement, le poisson-globe se distingue comme un architecte de l'amour, combinant beauté esthétique et impératif biologique dans une démonstration convaincante de l'amour.
de l'évolution artistique. Numéro 9. Éléphant d'Afrique. Chez l'éléphant d'Afrique, la taille et la dynamique sociale jouent un rôle essentiel dans les rituels d'accouplement de l'animal. Ces éléphants, qui comptent parmi les plus grands animaux terrestres de la planète, vivent dans des sociétés matriarcales complexes, dirigées par une femelle plus âgée et expérimentée. Les mâles, ou taureaux, vivent généralement séparés en petits groupes ou mènent une existence solitaire qui se croisent avec les troupeaux de femelles, principalement à des fins d'accouplement. La structure sociale dicte un mode d'accouplement très ritualisé. Le processus d'accouplement n'est pas seulement influencé par la biologie, mais aussi par des interactions sociales complexes. Pendant la saison des amours, les femelles éléphants, appelées vaches, entrent en œstrus, une période de réceptivité sexuelle. Les signaux chimiques émis par la femelle alertent les mâles à proximité de son état. Cela déclenche une augmentation du taux de testostérone chez l'homme et l'apparition d'un état connu sous le nom de MUST. État accru d'agressivité et d'activité sexuelle caractérisé par la sécrétion d'un liquide par les glandes temporales situées sur les côtés de la tête. Un mâle en MUST parcourt de grandes distances à la recherche d'une femelle réceptive et, une fois qu'il l'a trouvée, il utilise sa taille et sa force pour repousser les mâles rivaux. Plus le mâle est dominant, plus il a de chances d'obtenir le droit de s'accoupler. Si la taille et la force sont importantes, l'intelligence sociale l'est tout autant. Les mâles forment souvent des alliances entre eux afin de repousser leurs rivaux et de s'assurer des possibilités d'accouplement. Parfois, les jeunes hommes servent même de coéquipiers aux taureaux plus âgés et plus expérimentés, les aidant dans leur quête d'une femme dans l'espoir d'apprendre et peut-être d'hériter d'un rang social plus élevé à l'avenir. Une fois que le mâle a obtenu l'opportunité de s'accoupler, l'acte lui-même est relativement bref. Mais elle est généralement suivie d'une longue période de camaraderie entre les deux éléphants. Cela augmente non seulement les chances de réussite de la fécondation, mais favorise également les liens sociaux qui peuvent durer longtemps après la fin de la saison des amours. Numéro 10. Vers plats. Les vers plats, en particulier les vers plats marins, ont une approche unique et quelque peu bizarre de l'accouplement, qui se distingue même parmi la myriade de parades nuptiales animales. Ces créatures hermaphrodites possèdent des organes reproducteurs mâles et femelles, et lorsque deux vers plats se rencontrent pour s'accoupler, il se produit un rituel particulier connu sous le nom d'escrime du pénis. Au cours de ce rituel, les deux vers plats déploient leurs organes sexuels mâles et se livrent à un duel en essayant d'injecter leur sperme dans l'autre, tout en évitant d'être eux-mêmes inséminés. Ce rituel n'est pas simplement un acte aléatoire, c'est une stratégie complexe ancrée à la fois dans la physiologie et la biologie évolutive. Étant donné que les deux vers plats participants ont le potentiel d'être soit la mère, soit le père, l'idéal est d'inséminer l'autre vers plat et de partir, en évitant le processus énergivore de porter et de mettre au monde une progéniture. L'escrime du pénis est un acte quelque peu violent, qui implique des esquives, des poussées et des torsions. Tout cela dans le but de pénétrer la peau de l'adversaire et de délivrer un paquet de sperme. La raison de ce comportement étrange réside dans les coûts associés à chaque rôle reproductif. Jouer le rôle du père et réussir à injecter du sperme dans l'adversaire est beaucoup moins exigeant sur le plan énergétique que de jouer le rôle de la mère, qui devrait alors porter et nourrir la progéniture. Par conséquent, chaque ver plat est très motivé pour inséminer l'autre en premier, ce qui conduit à ces duels intenses. Cependant, malgré leurs efforts, il arrive que les deux vers plats finissent par s'inséminer l'un l'autre. Dans ce cas, les deux auront une descendance, ce qui n'est pas idéal mais reste acceptable du point de vue de l'évolution. Il arrive que l'affrontement soit si intense qu'il entraîne des blessures pour l'une ou l'autre des parties, mais cela semble être un risque accepté dans le jeu à gros enjeux de la reproduction des vers plats. Numéro 11. Le tétras des armoises. Le tétras des armoises, un oiseau originaire des paysages d'Armoise d'Amérique du Nord, se livre à une extraordinaire parade nuptiale qui transforme les plaines tranquilles en scènes animées pour leur représentation dramatique. L'acteur principal de ce rituel est le tétras des armoises mâles, qui se rassemble avec d'autres mâles dans des lieux communautaires spécifiques appelés lex. Ici, ils se livrent à une démonstration extravagante de prouesse physique et de vocalisation. Tout pour attirer l'attention des femmes exigeantes. La performance du mâle est une chorégraphie qui consiste à gonfler une large poitrine blanche, à mettre en éventail les plumes de la queue et à gonfler deux sacs d'air jaunâtres sur sa poitrine. Il se pavane ensuite dans le lek, émettant périodiquement une série de bruits secs et de roucoulements produits par l'expulsion de l'air des sacs. Les femelles arrivent à ces lex pour juger les parades, choisissant leur partenaire sur la base d'une combinaison de facteurs tels que la performance vocale du mâle,
la taille de ses sacs aériens et l'éclat de son plumage. Pour les hommes, l'enjeu est de taille. Les recherches montrent qu'une majorité de femelles s'accouplent généralement avec un très petit nombre de mâles, choisissant souvent les mêmes plus performants d'une année sur l'autre. Cette concurrence intense pousse les hommes à mettre en scène des spectacles de plus en plus élaborés. Ils s'engagent même dans des combats physiques pour s'assurer les meilleures places sur le LEK, sachant que le lieu de résidence peut influencer le choix des femmes. Aussi remarquable que soit le rituel d'accouplement du tétra des armoises, il comporte aussi de nombreux défis. La nécessité de disposer de lex importants et non perturbés et de vastes habitats d'armoises met l'espèce en danger en raison de l'empiètement de l'homme et de la perte d'habitat. Néanmoins, pour l'instant, les lex restent des lieux dynamiques où les tétras des armoises mâles se disputent le privilège de transmettre leurs gènes en employant un mélange complexe d'esthétique, de force et de stratégie pour gagner leurs compagnons. Numéro 12. Girafe. Dans les vastes savanes d'Afrique, la girafe, avec sa taille imposante et sa forme élégante, a un rituel d'accouplement qui n'a rien de subtil. Les girafes mâles, également connues sous le nom de taureaux, adoptent un comportement connu sous le nom de necking pour déterminer qui aura le privilège de s'accoupler avec une femelle réceptive. Lors de l'encolure, deux hommes se tiennent côte à côte et balancent leur tête l'un vers l'autre, en essayant de frapper le corps de leur adversaire. Ces coups puissants sont portés avec une force qui peut parfois faire basculer l'homme le plus faible, et les blessures sont rares, peut se produire. L'objectif du necking est double. Il permet d'asseoir sa domination et de montrer sa force et sa condition physique. Le taureau qui a fait ses preuves lors de ses épreuves physiques peut s'accoupler avec la femelle. Cela garantit que seuls les gènes les plus forts sont transmis à la génération suivante, un mécanisme dur mais efficace pour survivre dans la nature sauvage et impitoyable de l'Afrique. Les femelles ou les vaches observent ces démonstrations et font leur choix en fonction de la performance et de la force démontrée lors de l'encolure. Il n'est pas rare que plusieurs mâles tentent leur chance avec une seule femelle, ce qui donne lieu à de multiples concours de coups avant qu'un gagnant n'émerge. Une fois qu'un mâle a été accepté par la femelle, l'accouplement proprement dit est rapide, ne dure que quelques secondes, mais c'est l'aboutissement d'un processus de sélection long et rigoureux. Numéro 13. Les perce-oreilles européens. Les perce-oreilles européens offrent un contrepoint étonnamment tendre dans le monde des rituels d'accouplement des insectes. Contrairement à de nombreux insectes où le mâle s'en va après l'accouplement, le mâle du perce-oreille européen reste dans les parages pour s'occuper de lui après l'accouplement. Il garde la femelle et les œufs qu'elle pond, surveillant les menaces potentielles et aidant même à nettoyer les œufs pour éviter les infections fongiques. Ce niveau d'implication paternelle est rare chez les insectes et permet d'augmenter le taux de survie de la progéniture. De plus, la femelle fait preuve d'un niveau élevé de soins maternels, prenant le relais une fois que les œufs sont proches de l'éclosion. Elle nettoie et protège les œufs avec diligence en veillant à ce que le plus grand nombre possible d'entre eux survivent jusqu'à l'étape suivante du développement. L'interaction tendre entre les mâles et les femelles du perce-oreille européen fournit des informations précieuses sur l'évolution des stratégies d'accouplement. Elle met en évidence le fait que la recherche de la survie laisse place à toute une série de comportements, allant de la combativité à l'attention portée à l'enfant. Dans le cas du perce-oreille européen, il semble que la coopération et l'attention se soient révélées être des tactiques efficaces, permettant à cet insecte unique de prospérer dans une variété d'environnements. Numéro 14. Phoques à capuchon. Les phoques à capuchon sont une espèce de perce-oreille que l'on trouve chez l'espèce la plus grande et la plus populaire de l'Union européenne, le phoque à capuchon européen. Il s'agit d'une espèce de perce-oreille que l'on trouve chez l'espèce la plus grande et la plus populaire de l'Union européenne, le phoque à cornes européen. Il s'agit d'une espèce de perce-oreille que l'on trouve dans l'espèce la plus grande et la plus populaire de l'Union européenne, le phoque à cornes européen. Il s'agit d'une espèce de perce-oreille que l'on trouve dans l'espèce la plus grande et la plus populaire de l'Union européenne, le phoque à cornes européen. Les mâles, que l'on trouve dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord, ont l'une des parades nuptiales les plus visuellement saisissantes du règne animal. Le mâle possède une cavité nasale et une membrane élastique unique qu'il peut gonfler pour former une grande capuche en forme de ballon qui couvre sa tête et la partie supérieure de son corps. Pendant la saison des amours, les mâles rivalisent pour attirer l'attention des femelles en gonflant ces capuchons et en émettant des sons profonds et résonnants qui se répercutent dans l'eau. Ce comportement s'accompagne d'une attitude agressive et de confrontations physiques occasionnelles avec des mâles rivaux. La cagoule gonflée a plusieurs fonctions. Tout d'abord, il constitue un signal visuel de la taille et de la santé du mâle, facteurs importants dans le choix d'un partenaire par la femelle. Deuxièmement, les sons produits par le capuchon sont censés indiquer la qualité génétique du mâle,
ce qui constitue une autre source d'information pour la femelle qui sait discerner. Enfin, la parade sert également à intimider les mâles rivaux, ce qui en fait un outil à multiples facettes dans l'arsenal d'accouplement du phoque à capuchon mâle. Dans cet environnement rude et impitoyable, où les risques de prédation sont élevés et les ressources alimentaires rares, le rituel d'accouplement élaboré du phoque à capuchon constitue une stratégie efficace pour s'assurer que seuls les mâles les plus aptes se reproduisent, renforçant ainsi le patrimoine génétique de ce fascinant mammifère marin. Numéro 15. Porc épic. Les porcs épics, bien que piquants par nature, se livrent à un rituel d'accouplement étonnamment délicat et compliqué. L'enjeu est de taille, car un faux mouvement peut entraîner une rencontre douloureuse avec les piquants qui recouvrent le corps de l'animal. Les porcs épics mâles initient le rituel en s'approchant d'une femelle et en exécutant une danse complexe, tout en évitant soigneusement ses piquants acérés. La femelle, si elle est intéressée, permettra au mâle de s'approcher. Mais le véritable défi vient ensuite. Le mâle doit uriner sur la femelle, un aspect unique de l'accouplement des porcs épics qui permet de tester la réceptivité de la femelle. Si elle n'est pas intéressée, elle se débarrasse de l'urine et s'en va. Si elle accepte, les deux s'accoupleront, en prenant soin de positionner leur corps de façon à ce que le mâle ne soit pas blessé par les piquants de la femelle. La femelle se charge généralement d'élever les jeunes et le mâle s'en va, éventuellement pour participer à d'autres rituels d'accouplement avec d'autres femelles. Cette forme de polygynie assure une large diffusion des gènes du mâle, ce qui augmente sa capacité d'évolution.